Voilà, merci pour la musique, si on peut le... Merci beaucoup. Donc nous allons reprendre dans cette grande intimité qui est la nôtre aujourd'hui, avec le docteur Azuard qui nous fait la gentillesse de venir nous parler des cancers HPV induits, qui est vice-président de la Ligue, qui nous a appris d'ailleurs qu'il y avait une assemblée générale juste à côté, qui peut-être est un des facteurs qui fait que nous soyons si peu nombreux, mais dans une intimité très, très riche finalement, avec des gens très intéressés, puisque pour être ici, il fallait sûrement être très intéressé et curieux de ces différentes interventions. Et donc, je laisse la parole au docteur Azuard. Merci beaucoup de cette invitation. Effectivement, je crois qu'on a joué de malchance parce que la GIALI nous a un peu phagocyté, je pense. Et d'ailleurs, j'ai ce que je disais tout à l'heure en aparté, la double casquette aujourd'hui, puisque j'ai l'honneur de représenter aussi la Ligue contre le cancer en tant que vice-présidente. Je suis chirurgien gynécologue au centre hospitalier de Grasse et donc je vais m'atteler à vous parler du cancer HPV induit et surtout des réalités et de l'impact de la vaccination contre ces pathologies. Alors, on ne saurait faire l'économie quand on parle de vaccination HPV sur la physiopathogénie, les particularités des pathologies HPV induites. Les pathologies HPV induites, elles sont, vous le verrez, relativement ubiquitaires, paritaires également, avec une mixité homme-femme qui est parfois déstabilisante parce que assez mal connue, et pas de conduite préventive, justement, à part précisément la vaccination. Avec également des limites au dépistage qui est perfectible, qui présente un certain nombre de trous dans la raquette d'un point de vue de l'accès aux soins, et une absence de traitement, en tout cas du portage HPV, qui fait que la vaccination est assez incontournable. L'autre particularité, c'est que je vous en parlerai en tant que gynécologue, donc en mettant l'accent, c'est vrai, sur le cancer du col de l'utérus et les autres pathologies génitales, mais elles ne sont que la partie émergée de l'iceberg. On a 3000 cas environ de cancer du col de l'utérus et on a une symétrie assez parfaite avec des cancers HPV induits sans possibilité de dépistage et sans prévention secondaire, donc qui sont tout à fait au premier plan de la cible vaccinale potentielle. Alors l'HPV, c'est assez mal connu, bien que très ancien, puisque vraisemblablement c'est un héritage de Néandertal, avec des virus qui sont de petite taille, qui sont encore une fois ubiquitaires, qui sont au nombre de 200 pour ceux que l'on a recensés à l'heure actuelle, avec 40 qui peuvent infecter le tractus anogénital et 12 qui sont à haut risque, qui sont dits oncogènes, donc potentiellement pourvoyeurs de pathologies carcinologiques. La couverture vaccinale en France, donc encore une fois, elle a le double enjeu du cancer du col et des lésions précancéreuses ou des condylomes, mais également de toutes les lésions extragénitales ou génitales masculines, avec les lésions pelviennes et scrotales, mais aussi les lésions des voies aériennes digestives, les lésions ORL. Voici la physiopathogénie de l'HPV dans le col, en tout cas, donc qui a cette particularité d'avoir une lésion précancéreuse objectivable, ce qui est une exception dans les pathologies HPV induites et qui fait qu'on peut le dépister par le frottis notamment. Les particularités de cet HPV, c'est que c'est une infection qui est précoce, donc tôt dans la vie, autour de la 20e année, dès les premiers rapports, qui est fréquente, puisque si on fait un arrêt sur image sur une cohorte de patients, un patient de 70 ans, eh bien l'HPV les a touchés au moins une fois dans leur vie, et avec une contagiosité élevée qui explique justement cette transmission assez fulgurante. Par ailleurs, la particularité, c'est l'infection transitoire, donc avec une réversibilité, ce qu'on appelle la clairance virale, donc le coup de balai immunitaire qui permet de résoudre les problématiques de portage par l'immunité, et seulement par l'immunité, on n'a pas d'autres modalités de traitement du portage HPV, en tout cas à l'heure actuelle. Donc, l'immense majorité, environ 80 à 90% des HPV, vont être éliminés naturellement sans qu'il y ait de retentissement significatif, avec 10 à 20% des HPV de haut risque qui vont persister et évoluer. Voici donc une des problématiques en termes de santé publique en tout cas, puisque ça n'a pas de caractère de gravité majeure, mais ça a un impact sur la qualité de vie. Les lésions génitales, donc qui sont des lésions extrêmement fréquentes, essentiellement médiées par les HPV 6 et 11, de grande contagiosité, avec une symétrie relativement parfaite entre hommes et femmes, avec des topographies donc, qui peuvent être vulvaires, vaginales, cervicales, péniennes, scrotales, anales, et qui peuvent poser des problèmes thérapeutiques avec des dyspareunies induites ou des douleurs séquelaires des traitements, et puis bon, une gêne sociale, parce que c'est quand même un peu invalidant dans la vie intime que d'avoir ce genre de lésions. L'autre type de lésions sont les lésions précancéreuses cervicales, c'est des lésions dysplasiques de haut grade, avec bien sûr des
conséquences pour la patiente elle-même d'un point de vue de l'impact psychologique et l'épée de Damoclès du cancer, mais également du traitement, puisque le traitement est essentiellement la conisation, vous voyez représenté en haut à droite. C'est un geste chirurgical qui est relativement simple, mais comme tout geste chirurgical, rien n'est anodin. Et même entre les meilleures mains, même avec des techniques mini-invasives actuelles, on peut avoir des conséquences obstétricales avec une prématurité qui est majorée, avec un risque de fausse couche tardive qui est également multiplié par 2 à 3. L'infection HPV, donc encore une fois, ne pas se concentrer que sur le col, puisqu'il est loin d'être la seule entité qui est sous-tendue par l'HPV. Vous voyez ici donc la symétrie relative qui existe, avec quand même une surreprésentation des topographies et en termes de prévalence et d'incidence des lésions HPV induites, on a plus de problématiques féminines. Néanmoins, les hommes ne sont pas complètement exempts, hein, comme vous le voyez, avec plus de représentation des cancers des voies aériennes digestives chez les hommes, plus de représentation du cancer de l'anus chez la femme, des verrues génitales donc, assez symétriques à 50 000 en termes de prévalence des deux côtés, des lésions de précancéreuses du col qui sont autour de 35 000 par an et des cancers de la vulve, du vagin, qui sont un peu plus représentés que les cancers du pénis et qui sont supplantés au niveau de la pyramide des prévalences. On a un cancer du col de l'utérus qui apparaît parmi les pathologies néoplasiques, en tout cas en haut de la pyramide. Donc, encore une fois, le cancer du col de l'utérus, les particularités, c'est qu'on a une possibilité de dépistage d'une lésion précancéreuse et de suivi, contrairement aux autres pathologies HPV induites, que les autres pathologies HPV induites n'ont pas de prévention secondaire, et qu'on a une symétrie homme-femme qui, sans être parfaite, puisque la hauteur de prévalence n'est pas la même, existe néanmoins et explique que maintenant on propose une mixité de vaccination. Donc voilà à peu près la même représentation. Ce qui est intéressant, c'est que les hommes sont touchés. Ça étonne toujours quand on fait l'information en tant que gynécologue aux mamans le plus souvent. Elles sont toujours étonnées qu'on propose la vaccination aux petits garçons, alors que, et vous le voyez, hein, les hommes, encore une fois, ne sont pas indemnes. Donc voilà, je parlais d'ubiquité tout à l'heure, vous voyez un peu la représentation des différentes topographies d'infections HPV, que ce soit des lésions néoplasiques ou pas. On a une grande variété, un grand polymorphisme. Et en ce qui concerne simplement les pathologies néoplasiques, 5% des cancers au niveau mondial sont attribuables à l'HPV de haut risque. Donc vous voyez, c'est très largement sous-estimé si on se contente de parler du cancer du col. L'autre problématique que l'on aborde avec les mamans lorsqu'on fait l'éducation pour la vaccination, c'est que très souvent elles me disent mais ma fille ou mon fils auront des rapports protégés. Oui, mais ça ne suffit pas. Donc, le préservatif est bien sûr incontournable, mais il est nécessaire, mais pas suffisant, avec un passage de ces petites capsides de virions HPV qui sont toutes petites, avec par ailleurs des possibilités de contact muqueux sans qu'il y ait pénétration qui peuvent générer une infection. Donc, encore une fois, le préservatif, notamment masculin, n'a qu'une efficacité limitée et on a 30 à 40% de passage malgré le préservatif, donc c'est important de faire cette information auparavant. En ce qui concerne toujours cette parité, cette symétrie homme-femme, on a des particularités homme-femme, on n'a pas tout à fait la même présentation et la même réponse à l'HPV selon qu'on soit un homme ou une femme. On a très paradoxalement un taux de nouvelles infections qui diminue avec l'âge chez les femmes, alors que chez l'homme, c'est un certain nombre de pratiques sexuelles, ça se maintient à peu près en incidence. On a une prévalence des infections HPV qui est plus élevée chez l'homme que chez la femme et qui reste élevée à vie, ce qui rejoint ce que je viens de dire. Et on a un risque plus important, une vulnérabilité à l'infection plus importante chez les hommes que chez les femmes. Par ailleurs, il existe des particularités d'un point de vue de la séroconversion, avec une séroconversion qui est plus faible suite à une exposition naturelle chez les hommes que chez les femmes. On a une grosse différence, hein, puisqu'on a à peu près 60% de séroconversion en cas d'exposition chez une femme, alors qu'on n'a que 10% environ de séroconversion chez un homme en cas d'exposition à l'HPV 16. Idem pour l'HPV 18, hein, on a quand même un ratio de 54 à 2%. Donc on n'a pas du tout la même immunogénicité selon qu'on soit un homme ou une femme. Et de la même façon, quand on a des anticorps naturels qui sont générés, ils ne sont pas protecteurs de la même façon. Une femme sera mieux protégée par ses anticorps naturels. Un homme aura quasiment aussi peu de protection qu'il ait été vraiment qu'il ait généré des anticorps naturels ou pas. Alors, bien sûr, ça nous amène à nous interroger sur
le vaccin est-il incontournable? Bien sûr, il est incontournable. Le dépistage est inexistant ou insuffisant. Il n'existe pas, vous l'avez compris, dans toutes les pathologies HPV induites de possibilité de faire un dépistage, parce qu'il n'y a pas cette étape de la physiopathogénie qui le permette. Donc la prévention est complètement incontournable. On voit que le binôme idéal, c'est bien sûr la vaccination et le dépistage, puisqu'on doit continuer un dépistage même chez les hommes et femmes, en l'occurrence les femmes, puisqu'il n'y a pas de dépistage masculin pour le moment, qui ont été vaccinés. Néanmoins, la vaccination est la pierre angulaire de tout ceci, puisque quelle meilleure façon de guérir d'une pathologie que de nous avez la copain. Alors, le principe de la vaccination, c'est de produire des anticorps neutralisants sériques, d'avoir ces anticorps qui vont transfuser en transmuqueux et qui vont en fait s'organiser comme une barrière protectrice pour éviter la pénétration cellulaire par le virus au sein de la muqueuse cervicale. La composition des vaccins, ils ont été multiples. On a eu des vaccins quadrivalents, bivalents, non-avalents actuellement. Vous voyez que alors les bivalents qui sont intéressés à ces fameux 16 et 18, qui constituent à eux seuls 75% des pathologies HPV induites par le risque, en tout cas pour le col. Et puis on a incrémenté ça avec le 6 et le 11 qui génèrent les condylomes notamment. Et ensuite on a encore amplifié le panel en ajoutant les 31, 33, 45, 52 et 58 qui génèrent aussi des pathologies HPV induites par des hauts risques, qui sont des HPV oncogènes. Alors, quels sont les critères en fait, pour évaluer l'efficacité du vaccin HPV? Ça peut être différents niveaux d'évaluation. On a une diminution des infections, une diminution du portage HPV, on a une diminution de l'incidence des condylomes, on a une diminution de l'incidence des lésions de CIN2 ou 3, et bien sûr une diminution du cancer du col de l'utérus, pour ne parler bien sûr que des lésions génitales féminines. Tout ceci m'amène à dire que c'est quand même très étonnant au décours de cet exposé de se dire qu'on a autant de difficultés à faire passer le message du vaccin, parce qu'on se rend bien compte qu'il est au cœur de la cible, probablement parce qu'on a une phobie irrationnelle très franco-française des vaccins, on l'a bien vu avec le Covid, probablement parce que ce vaccin a la particularité de s'assimiler un peu à la sexualité de nos enfants, et que c'est perturbant certainement socialement, et puis surtout parce qu'on n'a pas été aidé par une bande de personnages un peu malveillants qui ont fait beaucoup de mal à la vaccination et donc de façon indirecte aux patients et aux patientes et qui ont jeté la controverse et qui ont fait le buzz à travers un article dont je vous parlerai un petit peu. Si on refait un petit historique rapide des recommandations vaccinales, on voit que ça s'est fait un peu au cric quand même. C'est un accouchement au forceps avec en 2007 les recos qui apparaissent pour les jeunes patientes de 14 ans et plus avec un rattrapage jusqu'à 23 ans et jusqu'à la première année de sexualité, donc c'était un peu compliqué au comptoir d'aller demander si elles avaient déjà eu des rapports et quand. En 2008, on en a fait bénéficier les jeunes femmes qui devaient être dans une cohorte de greffe. Puis on a simplifié les recommandations avec 11-14 ans avec une possibilité de rattrapage 15-19 ans. Et une schématisation de schéma à 2 doses 11-13 ans. Ensuite, les recommandations vaccinales chez les homosexuels, essentiellement masculins, jusqu'à 26 ans, ce qui était un petit peu discriminatoire. Là aussi, on s'imagine assez mal dans l'officine en train de raconter ces histoires sexuelles. Et puis, une recommandation vaccinale donc, qui s'est élargie aux garçons, jusqu'à finalement, presque une année complète après, aboutir à un remboursement de la vaccination alors que c'était déjà recommandé. Donc on est quand même un peu étonné de cette évolution, alors que d'autres pays ont été quand même plus efficients que nous sur la communication et l'élargissement rapide des indications. On est quand même un peu étonné de cette inertie administrative et sociétale qui a fait qu'on n'a pas avancé beaucoup sur la vaccination en France. Alors la controverse, quelle était-elle? En avril 2014, alors qu'on a quand même un certain nombre de données de bonnes méthodologies robustes d'un point de vue des études sur l'innocuité et l'efficacité de ce traitement, de ce vaccin, eh bien, des médecins, des sages-femmes, ont créé une coalition pour faire une pétition pour s'opposer en réalité à la vaccination et jeter un peu l'opprobre et le doute sur ces vaccinations. 7 sociétés savantes se sont aussitôt, alors je dis aussitôt, ça n'a pas été si simple que ça et ça n'a pas été si rapide que ça malheureusement, mais il y a quand même eu une levée de bouclier de 7 sociétés savantes, notamment d'infectiologie, de pédiatrie, de gynéco-obstétrique, qui se sont insurgées donc, contre cette jetée de discrédit et qui ont tenté de mettre en exergue à quel point ça pouvait être dangereux de jeter justement le discrédit sur ce vaccin, alors que dans d'autres pays européens et bien au-delà de l'Europe, on
était bien acculturés déjà à cette vaccination. Quelles étaient les controverses? Donc, ils avaient émis des doutes sur le fait qu'on avait une surreprésentation des manifestations auto-immunes liées à la vaccination, ce qui a été absolument contrecarré très rapidement et qui pouvait être contrecarrable facilement par des études qui existaient déjà alors et qui étaient de bonne robustesse. Également sur la surreprésentation des pathologies neurologiques lupiques ou thromboemboliques, ce qui a également été désamorcé. Et donc, ils évoquaient des effets secondaires graves, potentiels liés à la vaccination. Donc, ceci m'évoque un livre que j'avais beaucoup aimé qui s'appelle Ne croyez pas ce que vous pensez, qui met vraiment en évidence que les pensées péjoratives sont beaucoup plus faciles à faire germer dans un esprit humain des pensées positives. Et dès lors que vous avez insinué une pensée qui vous conditionnez à rendre néfaste un processus, vous vous y accrochez beaucoup plus que quand on arrive à faire la preuve par A plus B que tout est anodin et que tout va bien se passer. C'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a mis à peu près une semaine à jeter le discrédit sur ce vaccin et ça fait 10 ans qu'on pédale dans la choucroute pour essayer de le réhabiliter. Alors, la sécurité des vaccins, à l'heure actuelle, elle a été plus que largement illustrée. Le WHO s'est quand même mouillé en 2017 par un rapport où il évoquait une réassurance qui pouvait être très bonne sur la sécurité des vaccins anti-HPV. De la même façon, il existe en 2019 des recommandations de la Société francophone de sclérose en plaques qui, là aussi, s'est mouillée en disant que les études ne montraient pas l'association entre vaccination HPV et la survenue du 2007 dans les premiers épisodes immunisants. Idem chez une patiente ou un patient atteint de SEP, on n'avait pas de majoration du risque des poussées. En ce qui concerne les autres pathologies démyélinisantes, on a eu des études, des méta-analyses jusqu'en 2017, donc de 2007 à 2017, qui représente quand même, d'un point de vue méta-analyse, un gros volume d'études et de données, avec une méthodologie qui était extrêmement robuste et qui là aussi allait dans le même sens de l'absence d'association entre vaccination HPV et risque de maladies démyélinisantes. Idem pour le Guillain-Barré. Et pour des maladies auto-immunes, c'est une étude en vie réelle, donc une sorte de veille sanitaire finalement, qui a été conduite à partir des bases de données de la NSM et de la Caisse nationale d'assurance maladie, et qui a corrigé les incidences de 14 pathologies auto-immunes, dont on a comparé donc les incidences selon qu'on soit dans une cohorte vaccinée ou non vaccinée, et on n'a pas de différence significative. En ce qui concerne, puisque je vous ai dit que la l'immunogénicité n'était pas la même chez les garçons et les filles, on peut s'interroger, et une étude de vie réelle s'est intéressée à ça au Danemark, sur la tolérance de la vaccination chez les garçons. En Europe du Nord, ça fait bien longtemps que les garçons sont vaccinés, donc là encore on a du recul, et on a pu établir qu'il n'y avait pas de différence d'incidence des pathologies auto-immunes chez ces jeunes garçons, et non plus donc, ni au niveau des pathologies auto-immunes, ni au niveau des pathologies neurologiques ou des thromboses, donc ces trois items qui avaient été mis en lumière par nos buzzers du début. En ce qui concerne la tolérance, finalement, si on s'intéresse aux essais cliniques pivotales des États-Unis, de l'Europe, de l'Australie, qui est un modèle vraiment un modèle très intéressant d'un point de vue vaccination HPV, je vous en reparlerai. Finalement, on a moins de 1% d'effets indésirables sévères. On a environ 5 sur 10 000 de patients qui ont bénéficié d'une dose de vaccination en Australie qui ont présenté un effet indésirable. Donc 92% de ces effets indésirables étaient des effets indésirables non sévères, avec essentiellement une espèce de syndrome pseudo-grippal, avec des arthromyalgies, donc des vomissements, des céphalées, des malaises, des frissons, mais qui sont évidemment transitoires, des malaises d'allure vagale notamment, et des douleurs au niveau du site d'injection dans les 24 à 48 heures qui suivent l'injection. Donc pas de quoi se priver de la diminution d'incidence, ce que je vais vous démontrer ensuite en ce qui concerne les pathologies HPV induites. L'autre problématique qui avait été évoquée, c'était la problématique de la mise en évidence d'aluminium dans ces vaccins. Donc, comme dans beaucoup de vaccins, l'aluminium a un rôle de catalyseur en quelque sorte, d'un point de vue de l'immunogénicité. Et il a été établi, donc ça a été vu par différentes instances. Vous voyez que l'Académie nationale de médecine s'y est intéressée en 2010, le Haut Conseil de la santé publique et l'OMS en 2013, l'Académie de pharmacie en 2016, le ministère de la Santé et la NSM en 2017, le CDC en 2019, donc quand même un certain nombre d'instances, et non des moindres, qui se sont penchées sur le sujet. Et finalement, on a essayé de faire une corrélation, ou en tout cas un parallèle entre ce qui était ingéré dans l'alimentation et ce qui
qui est présent dans les vaccins, et on a en fait 820 fois plus d'aluminium alimentaire qu'on ingère au quotidien ou dans l'année versus celui qu'on peut trouver dans les vaccins. Donc je pense que c'est une goutte d'eau dans l'océan. Alors, en ce qui concerne, on parlait des différents critères de jugement. Pour ce qui est de l'efficacité et de l'impact, si on s'attache aux lésions précancéreuses et à l'impact de la vaccination chez les jeunes femmes en tout cas, on note qu'il y a, d'autant plus que l'on les vaccine tôt, encore une fois, l'immunogénicité est meilleure quand on les vaccine précocement dans leur jeune vie. Les jeunes filles donc, de 13 à 19 ans, donc celles qui sont dans la cible actuelle, ont une diminution d'incidence du portage HPV oncogène qui est de 83%. Ça, c'est le vaccin d'Ivalent qui a été évalué en vie réelle, donc encore une fois en veille sanitaire. Les lésions de CIN2, donc les lésions dites de haut grade, ont été réduites de 51% chez les femmes jeunes lorsqu'elles ont été vaccinées précocement. On voit qu'il y a une diminution significative de l'intérêt quand on les vaccine plus tard, mais enfin, ça n'est pas négligeable malgré tout. Et donc, on comprend que l'impact populationnel soit important, d'autant plus quand on vaccine en parallèle les jeunes garçons. De la même façon, sur le cancer du col de l'utérus, c'est une étude danoise, la vaccination était associée donc, de la même façon à un risque significativement plus bas, et d'autant plus qu'on jouait sur l'immunogénicité très au taquet des jeunes femmes, et qu'on vaccinait plutôt les jeunes femmes. On a 88% de diminution d'incidence du cancer du col de l'utérus quand on les vaccine avant l'âge de 17 ans. Donc ça, c'est une étude en vie réelle, toujours un peu, qui s'est inspirée, qui s'est basée sur des données du programme vaccinal britannique. Et de la même façon, on voit qu'on a, tant au niveau de l'incidence des cancers du col que de l'incidence des lésions de haut grade, une diminution très significative, d'autant plus qu'on est sur la cohorte 12-13 ans pour la vaccination, puisqu'on a respectivement 87% de diminution de l'incidence du cancer du col et 97% de diminution de l'incidence du CIN3. Alors, encore, je vous ai parlé d'Australie tout à l'heure comme étant un modèle. C'est un modèle en termes de santé publique. Ça a été modélisé aussi d'un point de vue mathématique, puisqu'en fait, on a évalué le seuil critique en deçà duquel on peut considérer qu'on a éradiqué le cancer du col, en dessous de 4 cas de cancer du col pour 100 000 habitants. Et on a modélisé, donc grâce à l'évaluation des données australiennes, l'Australie a été très vertueuse d'un point de vue du programme de vaccination et de la couverture vaccinale qui est quasiment 90%. Et on voit que si on s'en tient aux courbes actuelles, si on poursuit sur la lancée, autour de 2028, on aura éradiqué totalement le cancer du col de l'utérus et éventuellement tous les corollaires HPV induits et donc les autres pathologies induites qui seront diminuées de façon significative aussi en Australie. Donc ça, c'est simplement un petit panorama des études les plus significatives en la matière. Vous voyez qu'on a vraiment du grain à moudre d'un point de vue des données robustes sur le cancer du col, et à tous ceux qui nous disent qu'on n'a pas de recul, qu'on n'a pas de données, on peut quand même opposer ce genre d'éléments. Je n'ai pas de conflit d'intérêt avec les laboratoires de vaccination, mais je pense que c'est important de pouvoir opposer ce genre d'éléments. Alors voilà, donc encore une fois, la preuve, la Cochrane avait colligé des données de grande ampleur avec 26 essais randomisés contrôlés, donc qui sont les essais les plus robustes que l'on puisse envisager, ce qui représente plus de 73 000 femmes, et on voit qu'on a une diminution très significative, donc on passe de 164 à 2 femmes pour 10 000 qui sont malheureusement atteintes d'un cancer du col, avec des effets indésirables graves qui donc sont dans les proportions très minimes dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'autre élément, on parlera peut-être après dans l'après-midi, mais les deux autres types, grandes familles de cancers qui sont HPV induits, c'est l'oropharynx et les voies aériennes digestives. Actuellement, aux États-Unis, le vaccin HPV est considéré comme indiqué dans la diminution d'incidence de ces pathologies. Donc j'espère que ça viendra en Europe aussi. Pour l'heure, le cancer anal, qui est généré par d'autres génotypes d'HPV, n'est pas encore dans la cible, mais ça ne saurait tarder, puisqu'il y a un très beau papier du BMJ donc en 2020 déjà, qui suggérait que ça pouvait avoir un intérêt en termes de diminution d'incidence. Voilà, ça c'est pour illustrer ce que je viens de vous dire. Donc diminution d'incidence aussi de 82%, de plus de 82% dans les cancers oropharyngés HPV induits quand on vaccine. Et là c'est la même chose donc, aux États-Unis, ce qui explique donc tout à fait ce qui est le rationnel
alors à l'entrée dans l'indication vaccinale de ce vaccin anti-HPV. Alors dans le monde, vous voyez que, on voit sur la droite, je suis peut-être un peu petit, mais on voit qu'il y a beaucoup de pays qui ont déjà été dans la vaccination mixte, hein, avec garçons et filles depuis très longtemps, mais on est très à la traîne de ce point de vue-là. On est très à la traîne aussi, malheureusement, vous voyez, dans les données donc, qui sont représentées là, en fuchsia. Vous voyez que le Portugal a une couverture vaccinale, c'est-à-dire un taux de patients et patientes dans la cible 11-14 ans ou jusqu'à 19 ans, donc, qui est de 87%, le Royaume-Uni 86%, la Suède 81%, l'Australie, ils sont au-delà de ça maintenant, c'est des vieux chiffres, donc 78%, les États-Unis 42%, et nous on est bon dernier, hein, ou presque, dans ces cohortes-là, donc je pense que c'est très dommage. On a plus de 17 ans de recul, on a plus de 458 millions de doses distribuées et les chiffres dont on a parlé. Donc en 2020, avant Covid, on avait du retard qui s'est un peu majoré, mais qu'on tend peut-être à rattraper un tout petit peu depuis la mixité vaccinale, parce que ça, très paradoxalement, ça débride un peu les esprits, et le fait que les garçons soient aussi dans la boucle, pour une raison qui m'échappe un peu, ça désacralise les choses. C'est plus considéré comme un tabou sexuel féminin par les mamans. C'est très étonnant, comme les garçons aussi. Ah bon, je vais la vacciner. Bon. Donc c'est le fait qu'il y ait cette parité, cette mixité, finalement, j'espère que ça va nous aider à faire changer un peu les mentalités. Donc le fait est qu'en France, notre objectif vaccinal, on en est très loin, mais on est là aujourd'hui notamment pour que ça augmente. Il est de 80% à l'horizon 2030, avec donc, vous l'avez vu, les jeunes filles 11-14 ans, 2 injections si on est dans cette cible, dans cette tranche d'âge-là. Au-delà, donc 15-19 ans, c'est 3 injections. Tous les garçons, donc c'est le même âge. Pour les garçons, il reste une possibilité de vaccination jusqu'à 26 ans. Pour les homosexuels, on en profite largement parce qu'encore une fois, personne n'ira vous demander vos pratiques sexuelles dans une officine. Et puis, donc à ce jour, encore une fois, contrairement aux États-Unis, la vaccination HPV n'est pas indiquée en prévention des cancers des voies aériennes digestives ou oropharyngées, mais peut-être que les lignes vont bouger. Donc on a une politique vaccinale qui est de plus en plus engagée, on essaie d'engager plus d'acteurs, plus de compétences vaccinales avec l'utilisation des compétences des pharmaciens et des sages-femmes. On renforce la facilité d'accès dans la mesure du possible. On renforce également, vous avez vu, je pense tous, des programmes d'information grand public dans les revues ou dans la rue même. Des grands panneaux d'affichage, les politiques également scolaires, hein, en 5e, avec les politiques de vaccination proposées, malheureusement pas imposées, mais proposées en 5e. Et puis un suivi plus fin du statut vaccinal individuel, parce qu'on a des bases de données qui s'étoffent un peu. Donc en conclusion, vous l'aurez compris, une pathologie qui est complexe, de mieux en mieux circonscrite malgré tout d'un point de vue de sa connaissance, qui est fréquente, qui est ubiquitaire, qui est paritaire, avec un poids épidémiologique qui est majeur. Plus de 5% des cancers dans le monde sont sous-tendus par ces virus. Un dépistage qui présente un certain nombre de trous dans la raquette, soit parce que la physiopathogénie de la pathologie ne s'y prête pas, soit parce qu'il y a un problème d'accès aux soins ou de méthode, et des cancers qui seraient évitables à 98% si on pouvait utiliser le combo vaccin plus dépistage. Mais déjà, eh bien, essayons de promouvoir le dépistage. Merci.